Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec le CNAS, consacrée aujourd'hui au thème de l'action sociale partenaire de la relance. Rappelons s'il en était besoin que le CNAS est le numéro 1 de l'action sociale des personnels territoriaux et a d'ailleurs parmi ses nombreuses actions récemment dégagé une enveloppe budgétaire de 10 millions d'euros, une aide exceptionnelle Covid en abondant la prestation rentrée scolaire et par ailleurs décidé du gel de la cotisation 2021 pour ses adhérents. Partenaire également de cette conférence, la DGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés de France, une association qui rassemble des DG de communautés de communes, de communautés d'agglos, de communautés urbaines et de métropoles, un réseau professionnel de plus de 1000 cadres dirigeants qui fait valoir aussi une fonction de think tank orienté sur la prospective et l'innovation dans l'action locale. Notre volonté, grâce à nos trois intervenants que je vais vous présenter dans un instant, c'est tout d'abord de partager un constat. La gestion de la crise sanitaire, en effet, a rappelé la place centrale du service public dans un contexte historique inédit de fragilité de nos sociétés. Et ce rôle central repose sur les agents en premier lieu, leur engagement, mais aussi sur la robustesse des organisations qui ont su trouver un nouveau souffle dans leur capacité à répondre à de nouveaux problèmes. Cette crise sanitaire montre que le service public local n'est pas la mécanique lourde et rouillée, incapable de s'adapter que des voix expertes dénoncent régulièrement. Outre l'atout évident de sa proximité, il a été inventif, créatif, pragmatique et résilient. Mais cette crise accentue la nécessité de reconnaissance des agents territoriaux et les maires, comme les managers territoriaux, prennent plus que jamais conscience de l'importance de l'action sociale pour leurs équipes, compte tenu de l'évolution du point d'indice sur lequel ils n'ont aucune prise et des marges de manœuvre limitées concernant le régime indemnitaire, l'offre d'une action sociale diversifiée apparaît aussi ainsi d'autant plus essentielle. Alors, dans ce contexte inédit, plein d'incertitudes, souvent anxiogènes, quel peut être le rôle de l'action sociale et particulièrement du CNAS pour réassurer et accompagner les dynamiques de groupe? Comment peut-elle, à sa façon, si l'on parle d'action sociale, à sa façon être partenaire de la relance, à la fois levier managérial, élément important du dialogue social et de son évolution, l'action sociale ne permettait pas de faire du sur-mesure pour accompagner la transformation de la fonction publique. Autant de questions, plus celles que vous voudrez bien nous poser. En les posant sur votre écran, vous verrez la rubrique questions à droite de votre écran. Questions que nous poserons bien entendu à nos intervenants qui y répondront en fonction du temps dont ils disposent. Et précisément ces intervenants que je m'empresse de présenter. Tout d'abord Yvonique Ramis. Je précise que Yvonique Ramis est avec nous en studio et que nos deux autres intervenants sont à distance, période du Covid oblige. Yvonique Ramis, dont vous êtes directeur DGS de la communauté d'agglos de Vichy Communauté. Vous avez toujours exercé au sein de collectivités locales et de PCI dans diverses régions sur différents métiers comme directeur de services opérationnels, DGS ou DRH de communes. Vous êtes par ailleurs secrétaire national de l'Association des directeurs généraux de communautés de France et conduisez en ce mois d'octobre, aux côtés de plusieurs collègues du bureau sortant de l'association, une liste continuité et nouvel élan pour la DGCF. Tout ça dans la succession du président actuel, Pascal Fortoul, que nous saluons. Vous nous parlerez de l'action sociale comme un pilier, dites-vous trop peu visible dans les politiques RH, et plus particulièrement du CNAS dans son rôle national et complémentaire des initiatives locales. Isabelle Dubec, vous êtes directrice générale DGS du centre de gestion de la Dordogne, Vous avez été dans votre carrière DGA de la mairie de Bergerac, en charge du pôle ressources, au conseil général de la Dordogne, DGA à l'économie, directrice adjointe à l'économie et à l'emploi, et vous avez un partenariat avec le CNAS qui fonctionne selon vos propres propos très bien, que vous avez complété d'une offre avec un centre départemental d'action sociale, et vous nous en parlerez. Frédéric Demaison, vous êtes directeur général du CNAS. Vous avez effectué l'essentiel de votre carrière au service des collectivités locales, donc c'est un domaine que vous connaissez bien. Vous êtes au CNAS depuis mai 2017. Parmi vos enjeux, il s'agit de conforter le modèle économique et associatif du CNAS et réussir la transformation numérique. Rappelons que le CNAS, c'est 20 000 adhérents, 790 000, bientôt 800 000 bénéficiaires, des antennes régionales, des délégations départementales, un réseau d'environ 40 000 délégués, élus et agents. Et moi-même, je m'appelle Luc Périnel, je suis journaliste, coach, médiateur et responsable d'un réseau qui s'appelle le réseau Service Public.
Mais je vous propose que nous commencions par vous, Ivanic Ramis. J'évoquais tout à l'heure votre intro sur le fait que l'action sociale est un pilier, n'est pas assez visible, pas assez évident, dites-vous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, l'action sociale, en tout cas, je pense que c'est plutôt factuel, mais c'est aussi évidemment une opinion. Elle passe souvent au deuxième rideau. Alors, deuxième rideau derrière le rideau classique de ce qu'on appelle en RH, enfin dans le monde des collectivités, le hard, le brut, la paye, la carrière. En clair, ce qui est visible, on a tous évidemment une situation statutaire, en tout cas ou maintenant contractuelle. Donc un indice, un régime indemnitaire, quelques accessoires assez connus. En revanche, ce qui relève de l'action, d'ailleurs on pourrait dire la même chose de la protection sociale, ça reste encore trop peu visible et surtout c'est trop peu valorisé, y compris d'ailleurs même à titre d'anecdote, quand on voit des annonces d'emploi ou des offres d'emploi, en termes d'attractivité externe du monde public local, même vis-à-vis d'ailleurs du monde de l'entreprise, souvent on pense même clairement, voilà, on ne le valorise pas, ou en tout cas que trop peu. Et ça pour plein de raisons. Mais c'est aussi, je trouve, trop peu connus des agents eux-mêmes. Les agents eux-mêmes, je le vois y compris d'ailleurs dans l'établissement public dans lequel j'exerce, beaucoup d'agents n'ont pas conscience de tout ce qu'on fait en matière d'action sociale, soit par le biais de l'association du personnel que l'on finance évidemment en grande majorité, qui elle-même adhère au CNAS, parce que chez nous on a fait ce choix un peu historique, voilà, mais aussi par plein d'autres biais qui sont souvent assez méconnus et pourtant on a déployé des outils, y compris un intranet, un site internet dédié, etc. On se rend compte que même nos propres agents méconnaissent globalement encore trop peu ce qu'on peut faire en la matière. Ce qui, de mon point de vue, est un peu plus à la fois critiquable et surtout difficilement acceptable maintenant, c'est vraiment l'inégalité de traitement et en tout cas à minima l'iniquité entre agents publics locaux. Alors, je ne vais pas reprendre l'adage selon lequel, à l'époque où il y avait 36 000 communes, il y avait 55 000 employeurs territoriaux, donc 55 000 fonctions publiques. Et on se rend compte qu'en matière d'action sociale, on partage souvent ces sujets-là dans le réseau, y compris avec le CNAS, avec lequel on travaille vraiment très bien. On se rend compte qu'il y a quand même encore une dichotomie peu acceptable entre les petites collectivités qui, globalement, pour lesquelles les agents sont moins bien protégés que dans les moyennes ou dans les grandes, même si l'écart tend à se réduire, et tant mieux. Et en tout cas, comme je le vois sur le territoire sur lequel j'exerce, il y a encore beaucoup de petites collectivités dans lesquelles il n'y a pas d'action sociale, il n'y a pas forcément d'adhésion au CNAS, voire même pas d'adhésion au CNAS, et surtout, il y a encore trop peu de connaissances de certains élus du champ de l'action sociale. Voilà. En tout cas, là aussi, je pense que c'est plutôt un constat qu'une vraie analyse. On voit que le caractère obligatoire des dépenses, d'ailleurs en matière de protection sociale et d'action sociale, il y a maintenant une dizaine d'années, ça a plutôt raté partiellement sa cible, puisqu'on se rend compte que ceux qui le faisaient déjà le font toujours. Certaines collectivités y sont venues, mais en tout cas, le mouvement n'a pas été aussi massif, que cela. Par rapport à vos propos, il y a déjà deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes qui nous regardent, agents, s'étonnent que l'offre de protection, d'action sociale, soit assez peu visible dans les annonces en termes de marque employeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Complètement, je le confirme, et y compris chez nous, on se met juste à le faire. Ouais. On ne le faisait pas non plus nous-mêmes, alors qu'au-delà de la paye, du régime indemnitaire classique, quand vous avez une offre d'action sociale vraiment étoffée, globalement, quand vous cumulez, y compris en prenant dans l'aspect très pratico-pratique, sur un aspect pécuniaire, ça peut faire des avantages connexes vraiment très élevés, parfois bien plus intéressants qu'une bataille de régime indemnitaire à 30, 40 ou 50 euros, comme on peut connaître sur certains recrutements, je pense qu'on l'a tous connu. Donc, certains agents négocient à 50 euros près et nous, côté employeur, ça nous met un peu en difficulté. Plutôt que se battre pour 50 euros de régime indemnitaire, il vaut mieux regarder ce que fait l'employeur, plutôt dire à cet employeur, mais votre politique d'action sociale, je ne la comprends pas, et ce que ça peut être bien plus puissant qu'un employeur adhère au CNAS et fasse peut-être d'ailleurs d'autres missions d'action sociale à côté, en tout cas d'autres actions plutôt. Voilà, et c'est sûr qu'on a un vrai rôle là-dessus, nous, par effectivement une démarche marque employeur de valorisation. C'est certain. Et là, on a, je pense, une marge de progression assez importante. Deux autres remarques. Quelqu'un nous signale une étude qui avait été faite, d'ailleurs, je crois, par le CNAS, qui confortait vos propos, et qui disait que 53% des agents regrettent le manque de communication au sein de leur collectivité. C'est quand même énorme. Alors, la com interne, qui n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je trouve que l'action sociale, c'est quand même l'un des révélateurs majeurs. La com interne, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là aussi là-dessus, on a une marge de progression assez vertigineuse, et notamment vis-à-vis des agents qui ne sont pas sur des postes, on va dire, administratifs ou pas sur des postes de bureau.
Chez nous, tous les agents ont une adresse mail depuis plusieurs années, plus toujours, mais ça fait au moins une dizaine d'années que tous les agents, même les agents de services de type assainissement, service déchets, etc., ont une adresse mail, mais ils ou elles ont une appétence plus ou moins forte pour la chose numérique et n'ont pas forcément le réflexe d'aller consulter leur boîte mail. Or, notre com, elle est très démat. Notre com interne est très, très dématérialisée. On en fait un petit peu en version papier, mais c'est assez faible. On essaie de se servir du relais hiérarchique, mais globalement, il est aussi très perfectible. Et c'est vrai que sur ce champ de l'action sociale, mais je le dirais de la même manière de la protection sociale, même si le sujet n'est pas tout à fait le même, la com interne doit. Enfin, voilà, c'est vraiment un sujet fondamental. Très bien. Pour continuer un peu dans le même esprit, ce qui pour moi est vraiment important en matière d'action sociale dans le monde des collectivités locales, c'est que c'est un levier fort, non pas de régularisation des sujets d'inégalité, voilà, mais en tout cas, on peut vraiment contribuer à une meilleure égalité entre les agents au sein d'une même structure, au sein d'un même territoire. Parce que globalement, et nous en tout cas, c'est notre ADN au niveau de l'association, on raisonne bloc communal. Alors, pas forcément évidemment micro-centré sur le seul EPCI dans lequel on vit, parce qu'on vit dans le monde de l'interterritorialité et de la mise en réseau, mais aussi surtout au sein de la structure employeur dans laquelle nous sommes. Voilà, notamment, ça peut paraître basique, mais du titre restaurant, ce sont des modalités d'action sociale. Alors, en plus, celle-là est défiscalisée. C'est bien l'une des dernières qui existe, qui n'est pas encore fiscalisée. Là, on est vraiment dans un sujet vraiment d'égalité de traitement, c'est-à-dire que tout le monde y a droit, quelle que soit sa situation, etc. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais l'action sociale, elle peut surtout se traduire, de mon point de vue, par une meilleure équité. C'est-à-dire, on peut tout à fait mettre en œuvre des dispositifs gradués selon la fragilité ou la sensibilité du coup de certains de nos collègues. Et c'est en ça que je trouve que réellement l'action sociale est un levier hyper puissant et bien plus puissant que le régime indemnitaire. Parce qu'on peut clairement dire on fait un dispositif de garde d'enfants, on aide sur les gardes d'enfants de manière plus puissante, selon le niveau de revenu, selon la composition familiale ou les deux. Et idem évidemment sur les dispositifs de secours, mais là c'est plus historique et c'est d'ailleurs assez évident. Une autre réflexion, comment pourrait-on faire pour que cette action sociale soit plus puissante et en tout cas plus généralisée? Soit par un biais, nous on y avait pas mal réfléchi au niveau de l'association sans forcément conclure, sans avoir la prétention de conclure. Est-ce que ça doit passer par une incitation budgétaire, alors fiscale, nous ne payons pas d'impôts sur les sociétés, etc. Donc on n'est pas comme dans la sphère privée où il peut y avoir quelques incitations fiscales à certaines valorisations de protection sociale ou d'action sociale. Mais en tout cas, est-ce que ça peut passer par là? Est-ce qu'il faut rendre la chose un peu coercitive? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors évidemment, dans la période dans laquelle c'est pas cette année qu'il faut le faire, évidemment, vu la conjoncture du moment, mais est-ce que c'est quand même pas une réflexion qu'il faut qu'on mène pour obliger l'ensemble des employeurs publics locaux à mobiliser une partie de leur budget au titre de l'action et peut-être de la protection sociale? Ce sont des réflexions. C'est vrai que la coercition ne va pas forcément du coup derrière générer une politique hyper volontariste, mais au moins ça peut obliger à la réflexion. Beaucoup de questions arrivent, alors je propose d'en poser certaines au fil de l'eau. N'hésitez pas, Isabelle Dubec, Frédéric Desmaisons, à répondre si jamais vous voulez apporter quelques éléments. Au-delà de la marque employeur, l'action sociale et l'offre qui en découle peut-elle se bâtir en lien avec les particularismes du territoire même, exemple de thématiques de problèmes de déplacement, d'orientation, de territoire bien particulier. Est-ce que éventuellement sur ce sujet-là, ou Frédéric Desmaisons? Alors complètement, chez nous on est en train d'y réfléchir parce que pour donner une illustration, je crois que c'est assez classique. Nous, je travaille dans un territoire de 85 000 habitants, une ville-centre de petite taille de 25 000 habitants, mais très particulière, c'est une ville touristique, qui a du coup des flux dans le cœur de ville très important. Et il y a quelque chose d'historique chez nous, c'est qu'on paye le stationnement souterrain qui est en face de l'agglomération, en face de la mairie d'ailleurs. Voilà. C'est très bien, historiquement, voilà, on paye en 11/12e, peu importe, mais clairement, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient plus parce qu'on estime que c'est anachronique d'inciter nos collègues qui habitent souvent en périphérie. Parce que quelqu'un qui habite en centre-ville, il n'a pas besoin de prendre sa voiture pour se mettre dans ce parking souterrain. La ville centre étant petite spatialement. Et donc, ça nous semble, c'est pas que ça nous semble, c'est que c'est anachronique, ce type de dispositif. Mais évidemment, on ne peut pas l'arrêter sèchement. Parce que c'est quand même un véhicule d'action sociale assez puissant. Et nos collègues, ils sont hyper attachés, évidemment. Et du coup, on est ardemment en train de réfléchir. Et l'objectif, c'est de valider des orientations d'ici cette fin d'année pour le budget 2021. Pour qu'à budget global constant ou à peu près constant, de ce qu'on paye aujourd'hui en remboursement de parking, on arrive à faire autre chose. Et du coup à différencier par une incitation à l'usage de modes doux, du transport collectif, qui existe évidemment chez nous comme ailleurs, mais dans les petites agglos, le transport collectif est plus difficile à promouvoir, parce que forcément, on ne peut pas avoir des réseaux d'une densité, et surtout avec des fréquences aussi fortes que dans les très grands réseaux.
Donc nous, on pense plutôt que ça passe par l'incitation au covoiturage, à de l'achat de véhicules électriques, enfin, voilà, tout ce qui peut exister dans le panel des mobilités durables. Et là, il faut vraiment s'adapter à la typicité de votre territoire. Là, il n'y a pas de réponse de mon point de vue clé en main, national. Dans chaque territoire qui aura sa réponse. D'accord. On en reparlera peut-être avec Frédéric Desmaisons tout à l'heure. À ce stade, je vous propose d'abord de poser une question. C'est une question que nous posons à nos internautes. Vous répondez par oui ou par non et on communiquera les résultats de cette question de sondage à nos intervenants. C'est une question assez simple. L'action sociale est-elle, selon vous, un élément important de la politique RH de votre collectivité? Vous répondez par oui ou par non. Et je vous propose que nous continuions sur les pistes que vous proposez pour rendre cette action sociale plus évidente, si je puis dire. Pour la rendre peut-être plus évidente, ce qui pourrait être tout à fait déployé déjà, c'est une relative évidence, on en a déjà parlé, mais c'est une meilleure communication, déjà chez nous. Peut-être aussi au plan national, au plan institutionnel, via des relais, des associations d'élus, même si je sais que c'est déjà fait. Hein. Mais en tout cas, on voit bien que c'est probablement pas suffisant. Moi, je crois beaucoup à ça et c'est ce qu'on travaille aussi dans l'association, c'est la preuve par l'exemple, c'est-à-dire aller voir ce que fait le voisin d'à côté, ce qui existe, ce qui marche moins bien, et du coup s'en servir. Et c'est peut-être là d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, où le CNAS, les centres de gestion peuvent aussi nous aider à être facilitateurs, de montrer l'exemple qui fonctionne bien, voilà, ou peut-être aussi de montrer de la fausse bonne idée, parce qu'en matière d'action sociale. Et l'interco peut aussi avoir un rôle de mutualisation d'informations. Complètement. Voire Complètement. Plus. Complètement. Chez nous, on a beaucoup mutualisé nos services avec les communes principales du territoire et avec toutes les communes parfois. En revanche, on ne l'a pas fait en matière d'action sociale. Nous n'y sommes pas parvenus, chacun a son association du personnel, etc. Et c'est un vrai sujet d'amélioration. On adhère tous au CNAS, ça c'est très bien, mais on a chacun notre asso du personnel, ce qui n'est pas très satisfaisant, très clairement. Voilà. Et je pense que pour aussi améliorer l'action sociale, il faut être très clair dans le dialogue social envers les organisations syndicales. Ça peut paraître assez basique que de le dire, mais d'un côté, c'est pas la peine d'aller poser des objectifs inatteignables, faire rêver pour que derrière, on arrive à la dernière réunion en disant bah, globalement, on n'a pas les moyens d'eux. On lui poser un cadre assez clair en disant c'est contraint, mais on veut faire mieux. Et comment on avance ensemble. En tout cas, c'est ce que chez nous, on a essayé de faire pour éviter là aussi une forme de surenchère qui pourrait être assez destructrice. Est-ce que c'est un sujet qui est revenu de manière un peu plus forte dans le dialogue social depuis la crise sanitaire? Alors, en tout cas, là où j'exerce, il n'est pas revenu forcément de manière plus forte. En tout cas, il revient régulièrement. Et nous, en tout cas, considérons que sur notre territoire, on a aussi on a des vraies améliorations avec des iniquités de traitement encore entre agents qu'on a parfaitement à l'esprit et qu'on veut régler. Ce n'est pas forcément revenu de manière plus sensible que cela parce qu'on a déjà des dispositifs exceptionnels. Le CNAS a déjà les siens, qui sont chez nous très mobilisés, puisque, enfin, je pense que le Desmaisons le dira tout à l'heure, mais c'est une grande caisse de péréquation, une grande caisse de solidarité, et nous, on en use plus que ce qu'on en paye, donc on s'en sert en tout cas beaucoup. Donc on est du coup globalement très satisfait. Mais ça, c'est finalement assez connu, c'est les dispositifs de secours qui sont quand même évidemment plus que salutaires dans cette période-là. Mais ce n'est pas forcément revenu de manière plus criante, en tout cas chez nous d'habitude. Il y a une question qui nous est posée plus directement à nous organisateurs. Pourquoi les partenaires sociaux, syndicats, représentants du personnel sont-elles absentes de ces débats, dont acte vous en tiendrez compte dans une prochaine conférence. Ce qui est vrai, c'est que ces conférences d'une heure, il est important de ne pas dépasser 3 participants pour pouvoir être audible. Et on avait fait le choix de ces attendre. Mais c'est une bonne question. Je la pose et je n'y réponds pas d'une certaine manière. Je vous en prie. Et puis, voilà, donc par rapport à cela, il ça peut-être du coup une transition avec les interventions des autres collègues, mais le rôle du CNAS, alors moi je suis un adhérent parmi plein d'autres, je ne suis en rien l'avocat du CNAS, mais on est en tout cas très satisfait du partenariat qu'on peut avoir parce qu'on a vu l'amélioration ces dernières années, au pluriel, hein, dans la réactivité et dans l'adaptation de l'offre. C'est ce qui pour nous est vraiment très important, notamment par la dématérialisation. Là, ça a été quand même un virage franchi de manière assez rapide et en tout cas très positif. Et ça, c'est un retour très salutaire qu'on a, nous, des agents. Alors, c'est fini le temps, on a toutes et tous connu, en tout cas ceux qui bossent dans les collectivités depuis plus de 15 ans, où avant, il fallait déposer le dossier papier, attendre qu'ils reviennent, etc. Et ça, c'est plus que salutaire. Mais en tout cas, nous, on a la conviction au niveau de l'association des dirigeants d'Interco, en tout cas des dirigeants du bloc local, que le CNAS, du coup, plus que jamais, doit être densifié, renforcé, parce que c'est une assiette nationale du coup, de totale solidarité entre les plus petites structures qui peuvent avoir 2 salariés, 3 salariés publics, jusqu'à des plus grandes qui en ont plusieurs milliers.
Et sincèrement, enfin, moi, je ne vois pas de meilleure idée que d'avoir un gigantesque CE national qui joue cette grande caisse de péréquation, avec peut-être 2-3 idées. Alors, je n'ai pas la prétention qu'elles soient nécessairement nouvelles, parce qu'il y a peut-être des expérimentations ou des choses qui existent déjà. En tout cas, là, ça n'existe pas. On en parlera après, oui. Mais voilà, en tout cas, quelques idées complémentaires. C'est peut-être que le CNAS, du coup, d'une part, joue aussi ce rôle et nous aide à être meilleurs en communication. Donc peut-être par l'animation de réunions envers les élus. Je sais que c'est déjà, en tout cas chez nous, notamment les nouveaux élus, alors c'est pas leur préoccupation, voilà, mais on a chez nous un nouveau maire sur 2 dans l'interco. Ils ne savent pas ce que c'est que l'action sociale, ils ne savent pas ce que c'est que le CNAS. Leurs agents leur en parlent, mais bon, voilà. Donc là, je pense qu'il y a un vrai rôle de pédagogue, peut-être aussi par des conférences, y compris régionalisées, via des associations de maires, la DCF, etc. Voilà. Mais il y a peut-être aussi un autre sujet qui pourrait, une autre type de question qui pourrait permettre de renforcer le poids et d'obliger les employeurs, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une cotisation au CNAS graduée, et graduée, soit stratifiée par population, c'est pas génial, mais ça peut peut-être aussi avoir un élément, ça peut être peut-être un élément facilitateur, déclencheur. En clair, les plus petites paieraient peut-être moins et les plus grosses peut-être payer un petit peu plus, bon, sachant que c'est pas parce qu'on est plus gros qu'on est plus riche, c'est pour ça que c'est loin d'être génial. Je suis bien classé pour le savoir, qui nous passe pour les gros du coin, on est globalement moins riche que la plupart des petites structures. Ou sinon, c'est un indice peut-être de fragilité un peu plus intelligente que simplement une strate démographique, c'est peut-être corrélé à quelques indices de santé financière, ou en tout cas quelques agrégats financiers des structures employeurs à voir. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'adhésion au CNAS, elle est uniforme au niveau national, et je ne sais pas si ça réglerait quelque chose, mais l'idée, c'est d'essayer de trouver un véhicule qui permette aux plus petites structures d'être plus présentes au niveau du CNAS. Du coup, nous, la dernière idée, est-ce que les centres de gestion, parce que toutes les petites entités sont de droit affiliées au centre de gestion, en tout cas au centre de gestion de leur département de rattachement, est-ce que les centres de gestion ne peuvent pas du coup jouer un rôle et peut-être même adhérer à la place, alors évidemment avec l'accord, hein, mais d'ailleurs avec l'accord là aussi, est-ce que c'est pas ça la vraie question? Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit quasiment de plein droit, voilà. Est-ce que les CDG ne devraient pas être elles-mêmes adhérentes du CNAS pour le compte de toute leur collectivité affiliée plein droit? Alors, je vous remercie alors, avant de poser cette question, je vais d'abord vous donner les résultats du sondage. L'action sociale est-elle, selon vous, un élément important de la politique RH de votre collectivité? Réponse oui, 91%, non, 9%. Bon, voilà. Pas de commentaires. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. Et j'en profite également pour poser une deuxième question sondage à nos internautes, et puis on vous prendra les résultats tout à l'heure. Selon vous, la qualité de l'action sociale dans une collectivité est-elle un critère d'attractivité en termes de recrutement? Sujet que vous avez évoqué précédemment, et vous répondez par oui ou par non, et nous évoquerons ce sujet avec nos intervenants. Alors, vous terminiez votre propos, Ivan Ikramis, en posant une question au centre de gestion, si je puis dire. Donc, je vais m'empresser de la poser à Isabelle Dubec. Pour Isabelle Dubec, évidemment qu'on va parler à la fois du partenariat que vous avez avec le CNAS et l'offre du centre départemental d'action sociale que vous avez mis en place. Mais cette question sur les centres de gestion qui jouent un rôle de péréquateur, si je puis dire, en adhérant au CNAS pour leur collectivité adhérente, de plein droit. Est-ce que ce sont des choses qui existent déjà dans les centres de gestion? Bonjour, merci pour votre invitation. Écoutez, oui, je pense indirectement pouvoir répondre à la question qui a été posée par ce qui a été mis en place en Dordogne il y a déjà fort longtemps et qui est bien installé dans le paysage. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puisque dans notre territoire, en complément du CNAS, il y a un comité départemental d'action sociale qui a ses propres prestations, etc., son propre fonctionnement et qui, lui, adhère au comité national d'action sociale. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quelques mots peut-être préalablement pour vous parler un peu de ce département que vous connaissez peut-être en tant que visiteur, en tant que touriste. C'est un département qui est plutôt rural, il n'y a pas de grandes villes, mais il y a un tissu rural très dynamique, notamment par le potentiel touristique. Des déplacements qui ne sont pas évidents à l'intérieur du territoire, des axes routiers qui sont nombreux mais pas forcément très rapides, peu de transports en commun, d'où une culture du service public qui est très développée, et ça de façon assez ancienne, puisque dans notre territoire,
beaucoup de services sont en régie directe, que ce soit les crèches, la collecte des déchets, l'aide à domicile. Chez nous, on a un fort taux d'emploi public, tant mieux, on est content de le défendre. Le secteur privé arrive peu à se développer. J'imagine, et je le dis de façon assez agréable, le service public est bon. Il a un bon rapport qualité-prix, ce qui fait que le privé n'arrive pas à rentrer ou pas bien. Donc, on a tout notre rôle à jouer parce que on compte beaucoup sur le secteur public. D'autant plus qu'on n'est pas riche, les niveaux de revenus sont relativement faibles. Il y a plus de 80% d'agents de catégorie C dans le secteur public territorial. Beaucoup de travail à temps partiel ou à temps non complet. Donc, des situations qui peuvent, même si on est fonctionnaire, on peut être précaire. Bien entendu, on est loin du fonctionnaire nanti, c'est évident. Donc, à partir de là, l'objectif qui était poursuivi par les élus et les décideurs de Dordogne, c'était de rendre la fonction publique territoriale plus attractive parce qu'elle est indispensable pour créer une irrigation sur ce territoire, pour animer ce territoire et le faire vivre. Donc, avant 2007, avant les lois de 2007 sur l'action sociale, il fallait quand même un volontarisme fort des élus et des décideurs pour créer une action sociale en faveur du personnel. Ce n'était pas forcément ce qui était mis en avant. Or, en Dordogne, en 1993, vous voyez que c'est quand même très ancien, le centre de gestion a suscité la création d'une association qui est un comité départemental d'action sociale, qui lui-même adhère au CNAS, comme je vous disais tout à l'heure, et qui a développé ses propres prestations complémentaires pour les agents territoriaux du territoire. Donc vraiment, c'était la volonté de les accompagner dans leur vie quotidienne qui n'est pas toujours facile, pour pouvoir leur donner un complément de salaire. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas du régime indemnitaire, c'est pas des heures supplémentaires, c'est de l'action sociale indirecte, parce que vraiment l'objectif, c'est que les prestations en faveur des agents, qu'elles soient individuelles ou collectives, elles doivent vraiment être versées de façon indépendante par rapport au grade, au poste occupé, à la manière de servir, au temps de travail. C'est vraiment une action en faveur de l'agent. Et je partage ce qui a été dit précédemment. Suite à la loi de 2007, il y a eu une étude qui a été faite par le Conseil supérieur de la fonction publique, par Daniel Leroy, qui est par ailleurs président du CDG de la Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas. Et il a pu constater que l'action sociale, évidemment, s'était développée suite à la loi qui l'a rendue obligatoire, mais de façon très inégale entre les petites et les grandes collectivités. Donc, c'est évident que le CDG a un rôle à jouer parce que nous intervenons sur les strates, notamment petites et moyennes, au niveau des collectivités. Sur cette, Alors, bien entendu, sur oui, cette pardon. étude particulièrement que j'avais lu, près de 4 collectivités sur 10 n'affectent que 0 à 1% de leur masse salariale à l'action sociale. Seuls 6% y consacrent plus de 2%. Oui, alors moi je vais vous dire que ce que je viens de vous annoncer, ça a l'air très bien, mais ça a un prix et il faut le financer. Donc nous, la cotisation, elle est de 1,30% du traitement indiciaire. Donc, ce qui nous fait pour la Dordogne, vous voyez, on a un budget de 2,2 millions sur lequel on reverse 1,5 million au CNAS, qui correspond à la cotisation du CNAS. Alors, nous, on a 1,30 de la masse salariale, 26 € par agent adhérent, parce qu'on demande également à chaque agent de le manifester de façon concrète. Alors, ce n'est pas une adhésion qui est sans aucune condition. Il faut que l'agent adhère également volontairement et qu'il verse une cotisation de 26 € par an. Mais en effet, ça a pour conséquence d'avoir un budget relativement confortable pour pouvoir créer des prestations complémentaires et créer une offre complémentaire pour l'agent adhérent, surtout s'il a une situation qui n'est pas très avantageuse au plan financier. Et pour, vous l'avez dit, j'ai travaillé dans d'autres collectivités qui n'étaient pas adhérentes au CNAS. Et quand je suis arrivée au CDG, ma surprise agréable a été de constater que on avait une offre qui était vraiment extraordinaire pour l'agent, quel que soit ce qu'il faisait dans sa vie privée. Il y avait une aide possible, que ce soit du CNAS ou du comité départemental, voire même cumuler les deux. Et j'ai trouvé que franchement, c'était extrêmement avantageux et intéressant de présenter ça comme ça, plutôt que de faire 10 € de régime indemnitaire de plus, qui paraissent un peu dérisoires par rapport à l'accompagnement de l'agent dans toutes les problématiques de sa vie privée. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très, très avantageux. Alors, je vais vous expliquer peut-être comment le CDG intervient dans ce cadre-là, parce que je vous ai parlé de l'association, mais en soi, vous dites pourquoi elle nous parle de l'association. C'est pas elle, c'est une assoce. On est d'accord. Alors, il y a plusieurs questions à ce sujet-là. Oui. Pourquoi les CDG mettent en place des associations qui gèrent l'action sociale en excluant de fait
un certain nombre d'agents. J'avoue que je ne comprends pas totalement la question, mais Alors, en tout cas, la question se pose sur le fait que des CDG créent des associations. Alors l'association, c'est tout simplement pour la souplesse de fonctionnement par rapport à la complexité des finances publiques. Pour débloquer un secours, il faut aller vite. Pour négocier un partenariat, on ne peut pas faire un marché public, etc. Il faut de la souplesse. Vous voyez, on a la Foire Expo à côté de chez nous là tous les ans. Si on veut acheter des tickets et faire une action pour les adhérents qui vont à la Foire Expo, avec le CDG, mais on y passerait 6 mois et on serait hors délai. Vous voyez, et alors, quant au secours d'urgence, évidemment, alors là, bon, il faut être, quand il faut payer directement une facture EDF pour qu'un agent ne se fasse pas couper le courant, il faut aller très vite. La souplesse de l'association, c'est un avantage indéniable que n'a pas le CDG en tant qu'établissement public assujetti aux règles des collectivités. Isabelle, je vous propose qu'on avance, parce que le temps passe à une vitesse terrible. Il y a juste encore une dernière question que je me sens obligé de vous poser. Est-ce que, à votre connaissance, d'autres centres de gestion ont créé des centres départementaux? Je pense que nous sommes un cas assez rare. Je n'ai pas eu une exhaustivité de la question, mais je pense que c'est rare. Bon, bravo la Dordogne. Merci. Je n'y suis pour rien, vous avez vu, c'est 93. Mais j'en vante les mérites parce que je trouve ça génial. Alors sur le plan du partenariat avec le CDG, alors je ne vais pas vous détailler tout ce que l'on fait, mais si on partage cette philosophie, c'est parce que on a mis à disposition de cette association du personnel, des moyens, des subventions, ce qui fait qu'à l'arrivée, les charges de structure sont très faibles, l'argent qui est collecté est vraiment réinjecté pleinement dans les prestations qui sont versées aux agents. On n'a pas de frais de communication. La meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Vous voyez, on est un département rural, la communication, elle est centrale, sinon ça ne marcherait pas. Le CDG, il joue un rôle de facilitateur parce que qui est mieux placé que nous pour discuter avec les collectivités petites et moyennes et les sensibiliser à cette question de l'action sociale. Nous, on leur parle tous les jours sur plein d'autres sujets, donc on est très très bien placé pour leur parler aussi d'action sociale en faveur des personnels. C'est pas pour jouer les intermédiaires, hein, c'est parce que on est sûrement le mieux placé et qu'on peut jouer ce rôle de mutualisateur entre les petites et les grandes collectivités et relayer à la fois les aides du CNAS et les aides locales que l'on peut mettre en place. Sur la gouvernance, ce qui est important de dire, il me semble, c'est que elle est composée, la gouvernance de l'association est représentée par est composée d'élus désignés par le conseil d'administration du centre de gestion et de représentants des agents. Donc ces gens-là se parlent et font en sorte d'avoir la meilleure adéquation possible entre les besoins des agents et les potentialités du territoire. Parce que la finalité, c'est aussi quand même de faire travailler notre territoire, nos entreprises et de réinjecter des fonds dans l'économie locale. Donc, si possible, on essaie de négocier des partenariats locaux ou départementaux autant que faire se peut. Alors, en soi, ce n'est pas en lien avec le plan de relance, mais c'est une philosophie et une éthique que nous avons mise en application depuis longtemps. Donc, je ne réponds pas directement à la question du webinaire, mais c'est vrai que c'est notre philosophie de fonctionnement, de nous appuyer sur notre tissu local pour faire avancer les choses. On sent votre fibre de directrice adjointe de l'économie et de l'emploi. Oui, oui, évidemment. Les entreprises m'intéressent aussi. Je ne m'intéresse pas qu'aux collectivités. Et peut-être vous montrer l'évolution, le meilleur moyen de vous montrer la réussite de cette opération, c'est de montrer l'évolution du nombre des adhérents. Je crois que le graphique, il se suffit à lui-même pour illustrer le succès du comité départemental d'action sociale. Alors, vous voyez bien l'impact de la loi de 2007, puisque bon, ça c'est indéniable, mais vous voyez que l'augmentation continue. Et alors, nous, petit à petit, les structures indépendantes du type amicale du personnel, COS, etc., elles abandonnent et elles nous rejoignent parce qu'elles se rendent compte que l'effet mutualisateur de ce que l'on peut proposer, elles peuvent pas aboutir au même. Elles y passent beaucoup de temps et en plus c'est moins bien ce qu'elles font. Donc petit à petit elles nous rejoignent et vous voyez qu'on continue d'augmenter le nombre d'adhérents. Alors si ça marche, c'est parce que dans les collectivités, on a un réseau de correspondants qui est vraiment très investi. Ce sont des ambassadeurs pour nous. Les correspondants, dans chaque collectivité, il y a des correspondants élus, des correspondants agents.
qui sont régulièrement réunis. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut qu'on trouve des solutions un peu différentes pour les sensibiliser aux nouvelles actions, aux nouvelles prestations, leur rappeler les délais pour demander les aides, etc. Et ce qui fait que ce réseau de correspondants, eh ben, il fait notre publicité, il irrigue ce territoire, et c'est ça qui fait que à l'arrivée, ben, vous voyez la courbe, elle explique cette réussite. Et peut-être en conclusion, moi je vous dirais au niveau des valeurs que nous portons, qui nous animent, la réactivité et la disponibilité, évidemment, parce que dans les moments difficiles, il faut aller vite. On ne peut pas dire à quelqu'un, attendez, on va instruire votre dossier, nous vous répondrons dans quelques semaines. C'est pas possible, il faut aller très vite. D'où la souplesse de l'association qui peut nous permettre cette réactivité. Ensuite, évidemment, il faut créer des solidarités entre petites, moyennes, grandes collectivités, entre les agents, quelle que soit leur situation. Ce lien social, il est absolument fondamental dans notre vision des choses. Le soutien à l'économie locale, je n'y reviens pas, j'en ai largement parlé. Et pour revenir à la remarque de l'intervenant précédent, il est évident que l'action sociale, pour nous, pour CDG, elle est extrêmement importante, mais on la valorise également en proposant, enfin en faisant la communication aussi sur d'autres types d'aides, que ce soit le maintien de salaire, la prévoyance, la mutuelle santé. On est toujours à développer, enfin à promouvoir des actions fortes en matière d'action sociale au sens large, et toujours dans le cadre de partenariats locaux, puisque je prends l'exemple de la prévoyance, on travaille avec notre voisin de palier à la Maison des communes, qui est la MNT, comme on travaille avec le CNFPT ou l'Association des maires. Donc c'est vraiment, on n'est pas riche, mais on travaille ensemble, et ça nous crée voilà, un réseau qui va dans le même sens et qui booste l'action sociale, qui a vraiment accepté d'en faire la promotion, et c'est sûrement ça la réussite de ce réseau. Elisabeth, avant de passer la parole à Frédéric Desmaisons, une question. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise sanitaire a fait évoluer la demande? Est-ce que les offres de solidarité ne sont pas plus peut-être sur les enfants ou certaines, plutôt que des prestations en matière de culture? Est-ce que les choses évoluent? Alors évidemment, tout ce qui est loisirs, culture, billetterie, etc. En ce moment, c'est très 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 compliqué, mais comme partout. Donc il faut qu'on réfléchisse à des prestations un peu différentes. Bien sûr, les coups de pouce, les soutiens ponctuels, il y en a eu beaucoup, mais il y a toute une partie de nos activités qui en ce moment vont moins bien du fait de la situation sanitaire. Mais la demande, elle est assez large quand même. On a vu cet été, les gens redemandaient des aides vacances, etc. Donc il y a une volonté de vivre, hein. Ça se sent. Oui. Merci beaucoup. Frédéric Desmaisons, beaucoup de questions ont été posées, abordées. Il y en a encore d'autres qui arrivent. D'abord, avant de répondre plus précisément à certaines questions, et notamment à celles que posait Yvonne Kramus dans sa présentation tout à l'heure, comment est-ce que l'action sociale globalement peut accompagner ces évolutions de la société et du monde du travail? Comment est-ce qu'elle les appréhende? Et surtout, est-ce qu'il y a des choix stratégiques particuliers auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Frédéric Desmaisons. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Peut-être repartir des fondamentaux qui ont fait l'existence du CNAS, pour dire en premier lieu que la fonction publique territoriale est la fonction publique des parmi les trois, la plus mal rémunérée en matière de grille, en matière de régime indemnitaire. Et c'est peut-être là-dessus que les fondateurs du CNAS, il y a 53 ans, des élus bénévoles de toutes couleurs politiques, ce qui est encore le cas aujourd'hui, ont choisi de rassembler leurs moyens pour avoir une offre un peu plus large que celle qui existait préalablement en le faisant chacun pour soi. Ça, c'est un élément fondateur. Au fond, dans la mesure où le point est encadré, dans la mesure où les salaires sont globalement plus bas que la fonction publique hospitalière et singulièrement celle de l'État, mais on n'a pas les mêmes catégories d'agents non plus, la question du pouvoir d'achat revient en permanence. Et on le voit notamment à l'aune de la crise. Donc ça, il faut avoir ce point de repère-là en permanence pour comprendre ce que sont les évolutions sociales et les demandes sociales et en annexe l'action sociale.
Je pense que certains sont surpris de la comparaison avec la fonction publique hospitalière. Oui, alors selon les sources, parce qu'il y a plein de sources différentes, on considère que le salaire moyen net mensuel dans la fonction publique territoriale hors CDD est autour de 1440 et avec CDD autour de 1900. Mais on en avait discuté, Hugues, ensemble avant, j'ai fait des recherches plus approfondies, il y a une instabilité des chiffres, on va dire ça comme ça. Mais globalement, on est très en dessous. La fonction publique hospitalière est à 200 de plus et la fonction publique d'État beaucoup plus. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que ce qu'a produit la loi de 2007 auquel le CNAS a contribué de façon très militante à se voir créer. D'abord, elle fonde le fait que celle-ci ne peut être que dispensée que par des associations. C'est la même chose pour la fonction publique hospitalière, qui est d'ailleurs une émanation des corps de métier, alors que pour le CNAS, c'est l'émanation des élus. Les créateurs sont des élus. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut avoir, en tête. Et la loi de 2007 n'a pas marqué, ce qui est le cas dans la fonction publique hospitalière, ni un montant, ni un pourcentage par agent dédié à l'action sociale. C'est à partir de là que le CNAS a une offre unique, et je réponds à la question d'Yvonique. Le CNAS n'a jamais fait le choix et ne le fera pas pour l'instant. On verra avec le renouvellement de la gouvernance interne de faire une offre à tiroir. Ce qu'on a pu constater, et ce que je constate moi depuis mon arrivée, c'est le fait que c'est une question qui ne fait pas débat auprès des élus du CNAS. 50% des élus sont des élus locaux, 50% des élus de CNAS sont des agents territoriaux. L'offre à tiroir est parfois pratiquée par certains. On considère qu'on n'est pas des vendeurs de parapluies et de toute façon, la critérisation de la pauvreté ou de la richesse d'une collectivité obligerait de créer une commission ad hoc qui prendrait 2 ans pour s'exprimer, définir des critères et ensuite il faudrait administrer auprès de nos 20 000 adhérents qui devraient qui continuent de croître pour analyser et sous-peser une collectivité au regard de sa richesse réputée, effective, à partir des comptes administratifs. Vous voyez l'usine à gaz. Ce qu'on a pu constater. Au-delà de la question logistique que nous comprenons, est-ce que la question qui est posée par Yvonique vous paraît avoir du sens ou au contraire, ce n'est pas du tout dans les valeurs, dans l'esprit et dans la vision du CNAS? La vision du CNAS, c'est d'avoir, quelle que soit la richesse, en fait, on mutualise sur le volontariat, parce que l'adhésion au CNAS n'est pas du tout obligatoire, on mutualise les cotisations de façon volontariste et ensuite elles sont redistribuées selon des critères et selon une offre qui est déterminée par les élus du CNAS. La particularité finalement, c'est que ce sont nos adhérents et nos bénéficiaires qui sont les élus, qui sont les patrons. Donc c'est eux qui se sont positionnés comme cela au fil du temps et pour le réaffirmer plus encore. Ce que je constate, c'est que les discussions n'ont jamais porté là-dessus quand on est en contact avec les collectivités et on a 2 critères. La première, qui est en permanence réaffirmée par le président, comme on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires, on ne force pas une collectivité à adhérer au CNAS. Si ce n'est pas mûr, on attend, on revoit tranquillement. 2, l'enjeu financier n'est jamais l'enjeu. Que l'on soit du village à la région, puisque c'est notre spectre, la masse salariale dédiée compte dans le budget, certes, mais sur un pourcentage extrêmement faible. Donc c'est plutôt des contingences locales, l'habitude qui a eu lieu dans le cadre d'une amicale de personnel de pratiquer que les enjeux se posent. J'entends qu'à Vichy, on a trouvé des compromis. Oui, il y a des compromis, ce qui ne sont pas des compromissions, il y a des compromis locaux, où c'est encore des associations du personnel, mais qui aussi, pour une part, veulent adhérer au CNAS. Donc là, on est très, très souple. Mais l'enjeu. Frédéric Desmaisons, oui. Sur ce point, juste repasser la parole une seconde à Yvonique Ramis pour. Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour cet éclairage qui effectivement est important. Nous, en tout cas, alors on n'en fait absolument pas une marotte, hein, loin de là au niveau. Bien sûr, ouais. C'est plutôt une réflexion pour se dire justement comment accentuer, comment aller plus loin dans l'élargissement du socle des employeurs qui font quelque chose, pour le dire de manière un peu crue, en matière d'action sociale. Et c'est pour ça qu'on
on réfléchissait plutôt à des critères qualifiant positivement pour les plus petits territoires. Mais je partage pour le vivre en tant que DG d'une interco. Qu'est-ce qu'une commune riche, qu'est-ce qu'une commune pauvre? Il n'y a aucune réponse. Il y en a à peu près 500 000. Ben voilà. Mais sans forcément effectivement monter un dispositif que personne ne comprendrait. Nous, on se disait, est-ce qu'il est envisageable de réfléchir à quelque chose d'incitatif pour les plus petits? Voilà, c'est plutôt par cette entrée-là qu'on a. Oui, mais les plus petits ne sont pas les moins riches au prorata du nombre d'agents. Donc, on a des départements qui sont extrêmement pauvres. Même s'il y a 4000 bénéficiaires et que le conseil départemental adhère au CNAS. Il y a des régions qui ne sont pas très riches qui adhèrent au CNAS. Il y a des agglos qui ne sont pas très riches qui adhèrent au CNAS. Donc finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est plutôt la volonté de pouvoir actionner l'action sociale et de l'affirmer dans le cadre d'une politique du personnel, pour ne pas dire une politique publique, en tout cas d'une politique du personnel, quitte à laisser mûrir cette réflexion et nous la nourrir pour avoir des échanges. Et en général, quand les gens adhèrent, ils repartent peu. Ça veut dire qu'on a sûrement, avec ce prix moyen de 212 €, une espèce de barycentre qui convient à tout le monde. Et deux, ça ne préjuge pas non plus de la consommation. Si vous avez des enfants puis qu'ensuite qui vous quittent parce qu'ils deviennent autonomes, ben vous allez moins consommer la rentrée scolaire, la rentrée universitaire et tout un tas de services que nous proposons. Donc on a, selon la démographie spécifique de la collectivité, des variations de consommation. Ça serait... Sur l'angle incitatif, si je puis dire, il y a une remarque d'un internaute qui nous dit qu'à sa connaissance, plusieurs préfets sont intervenus sous la forme de circulaires auprès de nombreuses petites collectivités n'exerçant pas leurs obligations en matière d'action sociale. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? C'est quelque chose qu'on a vu à 5 reprises. Avant mon arrivée, depuis mon arrivée, je ne l'ai pas vu. Mais oui, il y a des préfets. Pas en Dordogne, je crois qu'il y en a eu en Corse, il y en a eu aussi en Normandie. Ils ont rappelé, ouais, dans le Gers, ils ont rappelé leurs obligations. Mais dans la mesure où on n'a pas critérisé et on n'a pas fixé une norme ou un pourcentage, comme dans la fonction publique hospitalière, de la masse salariale dédiée à, effectivement, c'est à l'appréciation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le CNAS, dans ce prix de cotisation, continue de se développer, y compris pendant le Covid. Et je voudrais revenir juste après pour illustrer un petit peu comment nous fonctionnons. Et nous avons rentré là très récemment pour janvier un gros département. Donc on voit que ça correspond à quelque chose. Donc ça renvoie plutôt au volontarisme local, même si je connais les contraintes financières pour les avoir vécues. La ligne du personnel est surveillée comme le lait sur le feu. Les oppositions, quelles qu'elles soient, instrumentalisent la situation et peuvent bloquer à chaque fois qu'on recrute du personnel. Ça, je le sais parfaitement pour l'avoir vécu. Néanmoins, je voudrais peut-être illustrer, avant de répondre à deux questions qui ont été posées, ce qu'on a fait pour le Covid. La première chose, 100% des salariés du CNAS, en 24 heures, ont été en télétravail. On ne voulait pas faire de chômage technique, on n'y est d'ailleurs pas éligible et ce n'était pas un choix de la structure. Donc, c'est-à-dire qu'on assurait la continuité totale, y compris le paiement à nos fournisseurs, qui étaient, eux, dans une situation plus difficile. On connaît l'impact sur les entreprises. Bien sûr. Dès avril-mai, avec le président René Régnault, on évoquait déjà comment lancer un signe fort. Donc effectivement, le conseil d'administration début juillet a voté une redistribution spécifique à hauteur de 5 millions pour la rentrée scolaire pour les quotients familiaux les plus bas et une aide spécifique de 100 € pour la rentrée universitaire dont vous connaissez les enjeux, puisque beaucoup d'étudiants qui avaient des petits boulots pour pouvoir se payer un logement et accéder à leurs études, à date, bien qu'on n'a pas encore consolidé parce qu'il y a un effet de traîne, notamment chez les étudiants, il y a eu une surconsommation. On va peut-être atteindre, voire dépasser les 10 millions que nous venons mettre. Ça veut dire qu'on a été capable de réagir et aussi que l'ensemble des agents territoriaux se sont saisis. Donc, c'était additionnel à ce qu'ils touchaient précédemment. Donc, ça veut dire qu'on a été capable d'être en phase et dans le cœur de cible que nous étions. Nous avons décidé parallèlement, le conseil d'administration, de geler la cotisation de sa hausse, de sa trajectoire haussière proportionnée la plupart du temps à l'inflation. Et là, ça correspond à peu près à 2,3 millions d'euros
de recettes en moins sur le budget 2021, mais on est capable de l'assumer. Peut-être 2 points, mais vous m'interrompez et me posez des questions, n'hésitez Oui, pas, parce que je peux un peu dérouler là. c'est gentil de me le proposer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. D'abord, je vais vous donner les résultats de la question au sondage, parce que je ne crois pas les avoir donnés. De la seconde, selon vous, la qualité de l'action sociale dans une collectivité est un critère d'attractivité en termes de recrutement? Oui, à 95%. J'allais venir, absolument. Oui, à 95%, donc ça, on pourra en parler. Puis j'ai deux questions. Une qui était revenir sur une question qu'évoquait Ivani Kramis et qui peut aussi concerner d'une certaine manière les centres de gestion, c'était cette idée de rassembler des institutions publiques et parapubliques dans l'animation de séquences thématiques, de conférences, de séminaires, d'assises, ou de manière à communiquer plus globalement auprès des agents, des collectivités et des élus. Quelle place pourrait avoir le CNAS? Et une question qui revient souvent, qui est une question plus technique, sur la place respective des actifs et des retraités dans une politique d'action sociale, qui revient souvent de la même manière que l'articulation de l'individuel et du collectif et des actifs et des retraités. Il y a beaucoup de questions là-dessus que je rassemble en une seule, si vous pouvez les évoquer les uns et les autres. Et surtout, Isabelle Dubec, n'hésitez pas à intervenir si à certains moments vous souhaitez le faire. Du point de vue du CNAS, peut-être 3 aspects. Marque employeur, au fond, c'est ce que vous disiez, l'attractivité de l'action sociale. On voit toujours de la Gazette des communes que, y compris les cabinets de recrutement privés, quand ils chassent, ils intègrent le CNAS dans l'offre. Donc on voit bien, pour nous, c'est un élément, on le repère comme un élément d'attractivité. Je voulais faire une incise par rapport à la fracture numérique qui a été évoquée par Yvonique. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près aujourd'hui, notamment pendant le Covid, l'ensemble de nos offres ont été distribuées par rapport à une sollicitation numérique à 97%. Donc ça veut dire qu'on va continuer d'amplifier et à terme, on a un projet pour qu'on soit encore plus agile sur notre site dans les 2 ans qui viennent pour continuer d'accompagner. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des collectivités qui, dans leur plan de formation, d'importantes avec beaucoup d'agents, qui ont choisi de dire en 6 ans, je veux 0 fracture numérique pour mon personnel et je l'inscris dans le plan de formation. Au fond, c'est les rudiments de base qui permettent à du personnel éloigné de la fracture numérique, dont certains sont isolés sur le territoire. Il y a des zones blanches, il faut y penser, parce qu'on est très présent aussi dans le milieu rural, pas que dans les métropoles et dans les structures hautes, et ce qui veut dire qu'il faut qu'on en tienne compte. Mais voilà, on assiste à une prise en charge, pas des collectivités, de cette rupture numérique, et certains ont fixé en 6 ans, je veux 100% de salariés qui sachent au moins se servir de l'outil numérique. Sur la capacité des actifs et des retraités. Alors, actifs et retraités, chez nous, c'est le choix de l'employeur. Il y a une cotisation spécifique pour les retraités qui est plus faible alors qu'ils sont consommateurs. Donc, ça, c'est un geste social important puisque la rémunération, la pension des catégories C à la retraite, on la connaît tous, est très, très faible. Donc, on a fait un choix, le CNAS a fait un choix historique d'avoir une cotisation plus faible, mais ils sont fortement consommateurs. C'est pas gênant, mais chaque collectivité adhérente au CNAS fait le choix de dire je mets dans mon package les retraités ou pas. Ça, c'est un choix on ne peut pas l'imposer, ça. C'est vraiment un choix de l'employeur de dire je veux les intégrer ou non. Il y a une autre question qui est une question plus générale, c'est-à-dire qu'il y a un peu sur les choix stratégiques du CNAS, c'est-à-dire son adaptation d'action sociale par rapport à l'évolution sociétale. Il y en a beaucoup, je formule ça comme ça. Est-ce qu'il y a une réflexion ou est-ce que c'est simplement les débats et les échanges qui a lieu et les choix qui entre les élus et les territoriaux qui font partie du CNAS? Tous les 6 ans, là, nous étions sous le régime d'Ambition 2020, qui était le projet politique de 6 ans. 2021, on procède à son évaluation. On va se faire un travail sur une connaissance extrêmement fine de la démographie de la fonction publique territoriale, parce que ça peut, et par différenciation de strates et de métiers, pour avoir un repérage assez fin de présumées attentes. On va avoir une enquête importante quali-quanti auprès des décideurs, auprès des élus et auprès des agents qui sont nos bénéficiaires pour connaître les tendances et les évolutions.
Troisièmement, on va en dégager des grands enjeux structurants et les élus auront à se positionner. Ça arrive tous les 6 ans, hein, c'est la redéfinition du projet associatif en fait. Et en fin d'année 21, ils vont statuer sur les grandes orientations politiques et stratégiques du CNAS. Donc, à chaque fois, on refait une revalidation par le bas. Ce n'est pas les simples échanges de la gouvernance existante qui fait la stratégie du CNAS, c'est au contraire quelque chose de plus approfondi et qu'on a un regard renouvelé à chaque fois, mais pas sur notre nombril qui vient de l'extérieur. Ça va nous challenger, ça peut nous faire mal, mais ça, il faut qu'on soit complètement à l'écoute. En même temps, dans les régions, nos responsables de développement sont très proches des collectivités, font beaucoup d'interventions pour faire connaître le CNAS. Je me souviens d'une région qui nous avait demandé d'intervenir dans tous les lycées pour descendre au plus fin de la hiérarchie. Et c'est nos propres salariés qui venaient expliquer avec des tutos, en présentiel et en tuto, le fonctionnement. Il y avait des réunions qui étaient organisées par la région. Et là, on est venu en support en permanence. Mais le projet stratégique, il va être renouvelé, mais à partir d'une analyse sans concession. Sans concession. D'ailleurs, il n'y a pas d'enjeu à cacher quelque chose. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ait un retour effectif. Et ensuite, ils se positionneront sur la nouvelle stratégie pour un plan à 5 ans. Je vous repose également la question que je posais tout à l'heure à Isabelle Dubec sur est-ce qu'il y a une évolution d'une forme de demande depuis la crise sanitaire? J'allais dire, on y a répondu en partie puisqu'on a mis 13 millions sur la table. Et là, je crois qu'on a eu des retours extrêmement positifs de maires qui nous ont écrit. Alors qu'ils ne sont pas dans nos instances, donc ils sont un peu plus éloignés, qu'on connaît dans les régions par les antennes. Donc il y a une très grande satisfaction du geste. Ce n'est pas qu'un geste, c'est quelque chose de structurant qui a pu être fait là. Oui, oui, absolument. Non, mais après, ce que je peux dire, excusez-moi, j'arrête là. Nous avons un espèce d'observatoire social. Par contre, là, c'est extrêmement important. Quand il y a 15 ou 20 ans, le CNAS apporte des secours exceptionnels sur des situations de précarité, on constatait qu'on redressait, on contribuait à redresser ou à stabiliser une situation. Aujourd'hui, les problématiques liées aux revenus et aux conditions de vie, notamment pour les couples en décohabitation, et notamment les femmes seules, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'endettement et que notre assistante sociale du siège fait des visios et du présentiel et recoupe avec l'assistante sociale des personnels qui sont en grande difficulté, qui sont suivis soit par la CAF, soit par le département, et pour reboucler, parce que les personnes ont plusieurs guichets, n'arrivent plus à se repérer. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le petit bout du CNAS qui participait ne redresse plus une situation. Donc, ce qu'on voit, c'est un effet pas d'effondrement, mais d'accélération de la précarité. On n'a pas plus de demandes liées au Covid. Là, aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai fait le point avant la visio, on n'a pas plus de demandes, mais elles peuvent venir plus encore. Et quand c'est des personnes en grande situation de précarité, en couple, il est possible qu'on ait des croissances de demandes liées parce que le conjoint qui n'est pas territorial a perdu son emploi dans le privé large. Et ça, on n'a pas encore l'effet. Ce que l'on voit, c'est qu'avant, notre aide permettait le petit rebond. C'est plus le cas depuis 3-4 ans, c'est plus le cas. Donc, on assiste à une paupérisation d'un certain nombre pour des questions multiples qui ne sont pas liées qu'à la rémunération des catégories C, qui sont liées à la situation de vie, à la situation de bassin d'emploi, de situations autres et de problématiques des fois individuelles, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne fait plus le rebond. On contribue, mais on ne fait plus faire le rebond. Alors, je voudrais, avant qu'on conclue, essayer d'honorer à peu près toutes les questions. Il y a une question qui concerne plus directement Isabelle Dubec, qui est sur l'association, le centre départemental, avec une phrase, si l'agent n'adhère pas à l'association, a-t-il le droit de bénéficier des prestations d'action sociale obligatoires? Je crois que la réponse est dans la question.
Non, et effectivement, alors si l'agent n'adhère pas, il ne peut pas bénéficier des prestations. D'où l'intérêt d'expliquer le pourquoi de la nécessité de l'adhésion, en fait, d'expliquer que la collectivité, elle va mettre un budget pour l'action sociale. Donc, il faut absolument que les correspondants, etc., tout le monde communique et explique aux agents à quel point ils vont avoir un retour. Il faut pas se plaindre, il faut utiliser les prestations parce qu'il y en a une palette extraordinaire. Donc, c'est vraiment la communication qui va faire que l'agent adhère. Vous voyez, et puis globalement, il y a très peu d'agents qui n'adhèrent pas chez nous et très peu, quasiment pas de collectivité et très très peu d'agents qui n'adhèrent pas parce que sur le terrain, les collègues, etc., leur expliquent qu'il faut absolument y aller. Après, on va avoir toute une palette de prestations possibles. Mais si on ne l'accompagne pas, ça, forcément, il y a plein d'agents qu'on ne toucherait pas, nous, depuis le CDG ou le CNAS depuis ses délégations, etc. Et on compte sur nos réseaux sur le terrain pour relayer l'info. Alors, ce que je vous propose, d'abord, je voulais vous signaler qu'il y a un internaute qui nous a confirmé l'information que vous évoquiez, Frédéric Desmaisons, sur l'étude de la DGAFP cette année, sur les 3 versions de la fonction publique, qui montre que la fonction publique territoriale est effectivement la moins rémunérée. Voilà, ceci étant dit, je voulais… Ceci étant dit… Il faut bien conclure. Non, je Bien voulais sûr, bien sûr. vous remercier, c'était une manière de conclure aussi. Je voulais vous remercier tous les 3 pour vos propos, votre disponibilité. Je sais que ça n'a pas été facile à monter. Merci de votre présence et puis de la générosité de vos propos. Merci au CNAS et à l'Association des directeurs généraux des communautés de France qui nous ont permis de réaliser cette webconférence. Il restait quelques questions auxquelles on n'a pas donné de réponse, mais toutes ces questions peuvent être posées aussi à un service continu qui existe chez VK, sur VK Admin Expert, qui vous permet de poser vos questions directement. Et puis, écoutez, encore une fois, merci à tous les 3. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.